et leur pays dans ses intérêts vitaux. Exemple, l'agriculture. Nous sommes dans le Minnesota. Ici, on s'est mobilisé contre Kyoto. Al Christopherson possède une ferme de taille moyenne. Une exploitation qu'il gère seul avec sa femme grâce à une mécanisation très importante. 5 machines qui tournent à plein rendement. Cette machine consomme 200 litres de gasoil par heure. Elle a de l'appétit, mais elle a aussi beaucoup de travail. Al Christopherson est président du syndicat agricole du Minnesota. Pour nous, le problème du protocole de Kyoto, ce sont les conséquences. Les experts disent que ça provoquerait une augmentation de 25 à 50% du prix de l'essence. Avec les marges qu'on fait, et vu ce que l'agriculture américaine consomme en énergie, eh bien ça aurait de terribles conséquences sur notre niveau de vie. C'est vrai, ici aux États-Unis, on consomme beaucoup d'énergie fossile. Mais il faut dire qu'on nourrit aussi une grande partie de la planète. En ce qui concerne l'État du Midwest, je dirais en tout cas que nos plus grands concurrents sont le Brésil et l'Argentine. Le fait qu'ils ne soient pas pris en compte dans le protocole de Kyoto rend la pilule encore plus amère pour nous. Christopherson a entraîné avec lui tous les fermiers de l'État. Et ce n'est pas une exception. Aux États-Unis, la plupart des agriculteurs ont rejoint une majorité d'industriels pour dire non à Kyoto. Quand je parle du protocole de Kyoto à mes collègues, on est tous d'accord. Pour nous, c'est pas pour demain la veille. Un Américain émet 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Européen. Avec Kyoto, c'est tout son mode de vie qui serait remis en question. Aux États-Unis, on a expliqué aux gens quelles seraient les conséquences du protocole. Et les Américains ont refusé de faire de tels sacrifices tant qu'on ne nous démontre pas l'impact de Kyoto sur le climat. Autre objection américaine, l'emploi. Si le prix de l'énergie augmente, les coûts de production des entreprises vont suivre. Qu'en sera-t-il alors du chômage ? Marie Novak est économiste. On perdrait 1 million d'emplois. Aux États-Unis, on a une longue histoire d'expansion économique. Chez nous, toute personne en état de travailler doit trouver un emploi. Ici, on devient fou quand on entend parler de 100 000 ou 200 000 chômeurs de plus. Ça veut dire qu'on est dans une phase de récession. Alors, imaginez 1 million de chômeurs. Aucun politique ne prendra ce risque. Massachusetts Institute of Technology, le prestigieux MIT près de Boston. Ici, on ne dément pas le diagnostic, mais on en tire d'autres conclusions, moins pessimistes. Daniel Herman est professeur d'économie. Il y aurait sans doute un chômage de transition. Est-ce que ce serait permanent ? Je ne pense pas. Est-ce que certaines personnes pourraient perdre leur emploi ? Oui. C'est vrai, des gens perdraient leur emploi, mais on les reclasserait et ils iraient travailler dans un autre secteur. Psychologiquement, on ne peut pas accepter que le chômage soit la conséquence d'une décision politique. C'est totalement inconcevable pour nous, les Américains.
Mais dans ce cas, faudrait-il se réjouir du coup porté à l'oncle Sam? Les Européens ont-ils quelque chose à y gagner? Nous avons une responsabilité en tant que leader économique vis-à-vis des autres pays. Si notre économie ralentit ou baisse, les premiers pays touchés et les plus gravement touchés, ce seront les pays en voie de développement. Mais ils ne seront pas les seuls. Avec la mondialisation de l'économie, ça touchera le Japon, la Chine, l'Inde, et cela aura un très grave impact chez vous en Europe. Alors Kyoto, catastrophe économique ou planche de salut pour la planète? Une chose est sûre, pour l'instant, l'Europe a échoué à imposer son modèle aux États-Unis. Les problèmes de l'Europe sont tellement importants. Il y aurait tellement de réformes économiques à faire chez vous que... Comment dire? Vos problèmes dépasse de loin la question du protocole de Kyoto. D'abord, il ne faut pas exagérer. Au moins pendant la première moitié du siècle, sauf si l'Europe s'effondre, l'Europe sera quand même un partenaire majeur pour les USA et sans aucune contestation possible. C'est quand même nous seuls qui représentons des vrais concurrents à la fois en termes économiques et en matière de leadership. Acte 3, la guerre des lobbies. Comprendre Kyoto, c'est dénicher derrière les enjeux écologiques, les enjeux cachés, la bataille politique et la guerre économique. C'est aussi et surtout lever le voile sur l'incroyable guerre des lobbies qui s'est déroulée en coulisses. Acteur de première ligne dans cette guerre, ExxonMobil. Dès 1990, Exxon et d'autres compagnies américaines s'organisent. Elles investissent plusieurs millions de dollars dans des campagnes de pub comme celle-ci. Face à ce lobby pétrolier, les lobbies verts se mobilisent. Steve Sawyer est membre du bureau politique de Greenpeace. Les liens entre l'administration Bush et l'industrie pétrolière sont nombreux. Et le plus impliqué dans tout ça, c'est Bush lui-même. Je ne me souviens plus exactement du nom de sa société, mais elle a fait faillite avant qu'il soit gouverneur du Texas. Il y a aussi le vice-président, Dick Cheney, ancien responsable de la société pétrolière Halliburton. Il y a aussi Condoleezza Rice. Dans ces années troubles, elle était au conseil d'administration d'Arco, une société qui aujourd'hui est une filiale de BP. Condoleezza Rice était tellement appréciée là-bas qu'ils ont donné son nom à un supertanker. Pour sa campagne, George Bush a bénéficié des largesses des pétroliers et avant tout d'Exxon, qui lui verse 1,2 million de dollars. Mais la firme a-t-elle pour autant un poids réel sur la Maison-Blanche? Au dossier, cette pièce à conviction. En mars 2001, Greenpeace rend public ce fax d'Exxon adressé à l'entourage de Bush. Il a été envoyé du bureau politique de la firme qui abrite cette façade discrète. Ce fax demande à l'administration Bush d'intervenir pour ne pas renouveler le mandat de Robert Watson. Watson dirigeait les experts du climat à l'ONU. Il avait à plusieurs reprises critiqué les États-Unis sur la question climatique. Exxon nie toujours être l'auteur de ce fax. Visiblement pourtant, l'affaire embarrasse la firme qui a refusé de répondre à nos questions. Face au lobby pétrolier, Greenpeace lance l'offensive. Basée à Amsterdam, la multinationale verte est d'une efficacité redoutable. Pour défendre Kyoto, elle aussi fourbit ses armes. Robert Maletta est responsable de la communication à Greenpeace International. Pour nous, la communication, c'est essentiel. Greenpeace pèse beaucoup plus que la plupart des grands partis politiques européens. Notre voix ne peut pas être ignorée.
Les images, c'est notre grande force. On doit montrer la réalité aux gens. On doit faire contrepoids à toutes les images qu'on voit ailleurs,